C'est ce qu'on appelle en anglais la pipeline parallélisme, donc le parallélisme du système. Avec les connexions résiduelles classiques, c'est assez simple. Chaque serveur finit son travail, envoie un seul vecteur au suivant et c'est terminé. Le flux est linéaire en quelque sorte, la communication entre serveurs est minimale. Mais avec cette nouvelle technique de l'attention résiduelle dans leur version simple, chaque couche doit pouvoir accéder aux sorties de toutes les couches précédentes, y compris celles qui sont sur d'autres serveurs. Alors forcément, le problème c'est que le trafic de données entre les serveurs explose. C'est pour ça que l'équipe nous dit avoir développé une variante pragmatique, les blocs d'attention résiduelle. Alors, le principe c'est le suivant. On va regrouper les couches en blocs. À l'intérieur de chaque bloc, les sorties sont agrégées par addition classique en une seule représentation de bloc, et l'attention intercouche ne s'applique qu'entre ces blocs-là, et non pas entre chaque couche individuelle. Autrement dit, c'est maintenant déployable. Ce n'est plus un truc de labo qui marche sur des jouets. C'est conçu pour tourner sur les mêmes infrastructures que ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, etc. Vous vous en doutez, les résultats sont à la hauteur de l'ambition. L'équipe a alors testé leur méthode sur 5 tailles de modèles différentes. À chaque fois, ils comparent 3 versions. Donc le modèle d'IA classique, tel qu'il existe aujourd'hui, tel que vous l'utilisez tous les jours. Ensuite, avec le modèle où on a appliqué l'attention résiduelle, donc cette technique, appliquée à fond en quelque sorte. Puis en dernier, une version allégée de l'attention résiduelle. Donc 3 versions de l'IA à comparer. Même données, même entraînement que les autres, mais seule la plomberie interne, en quelque sorte, va changer. Résultat, les 2 versions où l'on a appliqué cette technique apprennent beaucoup mieux, quel que soit le budget qu'on y met. Et surtout, le modèle avec l'attention résiduelle atteint le même niveau de performance qu'un modèle classique, mais en consommant 25% de puissance de calcul en moins. En clair, pour obtenir le même résultat, vous dépensez un quart de moins. Et quand vous savez qu'un seul entraînement de modèle de pointe aujourd'hui peut coûter des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, les entraînements des derniers ChatGPT, des derniers Claude, des derniers Gemini, c'est des sommes astronomiques. Eh bien, sachez que 25% d'économie, c'est pas un détail du tout. Sur les benchmarks, les gains sont encore plus parlants. Sur le GPQA Diamond par exemple, qui est un benchmark de questions scientifiques de niveau doctorat, donc de très haut niveau, le modèle avec cette technique gagne 7,5 points, de 36,9 à 44,4. Sur le Human Eval, qui est un benchmark de génération de code, de 59,1 à 62,2. Sur le MMLU, le benchmark de connaissance générale, il passe à 74,6%. Je pourrais continuer comme ça. Alors les gains sont bien sûr partout, mais ils sont forcément beaucoup plus prononcés sur les tâches qui demandent du raisonnement multi-étapes. C'est logique. En fait, on voit que ce sont précisément ces tâches où le modèle a besoin de revenir en arrière, de retrouver une information calculée plus tôt, de maintenir un fil de pensée sur de nombreuses couches. Sous le capot, ce qui se passe est aussi fascinant. Dans le modèle de base, sans application de cette technique, la magnitude des sorties croît de manière continue avec la profondeur, plus on descend les couches. Les dernières couches, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, produisent des signaux disproportionnés. Avec l'attention résiduelle, cette croissance est contenue. Le signal reste borné, stable. Et les gradients, donc qui sont les signaux qui permettent au modèle d'apprendre, se distribuent de manière beaucoup plus uniforme sur l'ensemble des couches. Ce n'est plus seulement les dernières couches qui apprennent. Tout le réseau participe. L'équipe a aussi voulu savoir si cette innovation change les règles de la conception de modèles. Historiquement, construire un modèle plus profond était risqué. Donc ajouter plus de couches, c'était risqué. Puisque, comme vous avez compris normalement en regardant la vidéo, trop de couches fait que la performance s'effondrait. On préférait des modèles plus larges, moins profonds, avec beaucoup plus de paramètres par couche. C'est pour ça que vous voyez des modèles d'IA qui font des milliers de milliards de paramètres apparaître. Mais ici, l'équipe a entraîné 25 modèles différents, certains étroits et profonds, d'autres larges et peu profonds, avec tous le même budget de paramètres et de calcul. Résultat, avec l'attention résiduelle, l'optimum se déplace vers des architectures plus profondes et plus étroites. C'est très important à comprendre. Maintenant, la profondeur des modèles d'IA ne serait plus une contrainte, elle deviendrait un vrai avantage. Yang Ziling, le fondateur de Moonshot AI, a d'ailleurs présenté ce travail comme faisant partie d'un effort beaucoup plus large de l'entreprise pour refondre des standards techniques vieux de 8 ou 9 ans. Les connexions résiduelles, les optimisateurs, les architectures d'attention qui n'ont pas trop évolué, tout ce que l'on considérait comme acquis. Et ce contexte est important. Les laboratoires d'IA chinois font face à des restrictions d'exportation de puces américaines. Ils n'ont pas un accès illimité au matériel de pointe. Cette contrainte les pousse justement à innover différemment, pas en empilant plus de GPU, mais en extrayant plus de performance de chaque paramètre. C'est exactement ce que fait l'attention résiduelle ici. Et le code est disponible, open source. Le repo GitHub de Moonshot AI contient d'ailleurs l'implémentation PyTorch complète, le bloc @res en quelques dizaines de lignes.
c'est littéralement un remplacement plug and play pour les connexions résiduelles standards. En fait, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, n'importe quel labo pourrait le prendre et l'intégrer dans son architecture existante.